Je déclare ouverte notre séance du Conseil municipal, le quorum étant atteint. Je vais vous donner lecture des pouvoirs en ma possession. Gérard Kev donne pouvoir à Édouard Kozlowski. Anaïs Guessot, qui arrivera en retard, donne pouvoir à Gérard Lins. Gérard Masté me donne pouvoir. Lucien Vigo, qui arrivera en retard, donne pouvoir à Michel Fischer. Anne-Marie Spataro, qui arrivera en retard, donne pouvoir à Sylvie Lucchesi-Palli. Audrey Pont donne pouvoir à Jean-Jacques Gottini. Jean-Louis Cano donne pouvoir à Lionel Gérard. Pascal Frangiamort donne pouvoir à... Nadine Oreillard donne pouvoir à Pascal Frangiamort, pardon. Voilà les pouvoirs que j'ai. J'ai reçu par mail les excuses Antoine Diazio donne pouvoir à Isabelle Wolf. Monsieur Thibault, voilà, m'a envoyé un mail pour me demander de l'excuser, ce que je fais. Voilà. Madame Wolf, vous voulez la parole? Alors, je remercie Monsieur le maire et les membres du conseil municipal qui se sont associés à ma peine lors du décès de ma maman. Je voulais, après l'installation du conseil, présenter à nouveau nos sentiments à Isabelle Wolf, justement, du fait de la disparition récente de sa maman. Merci. Merci à vous. Donc, je crois n'avoir oublié personne, là. Un ou une secrétaire de séance. Allez. Madame Rossi, pas d'objection, pas d'opposition. Je vous remercie. Rosa est donc secrétaire de séance. Le compte-rendu du dernier conseil municipal qui vous a été envoyé, il y a des remarques? Il n'y en a pas. Je considère qu'il est adopté. C'est le cas. Je vous remercie. Je vous propose d'entrer tout de suite dans l'ordre du jour, qui est essentiellement tenu du fait de ce que nous appelons le débat d'orientation budgétaire, qui précède, bien entendu, l'adoption de notre budget qui aura lieu début avril. Je rappelle que c'est évidemment une obligation légale, dont les modalités se sont modifiées d'ailleurs, puisqu'il nous faudra prendre acte par vote à la fin du fait qu'il y a eu présentation du débat d'orientation budgétaire, ce qui est une logique un peu étonnante, mais peut-être n'y avait-il pas eu faculté au niveau des préfectures de vérifier, c'est la conclusion auquel nous sommes arrivés, le fait que dans toutes les collectivités, il y avait débat, et donc lorsqu'il y a vote, au moins la préfecture reçoit nécessairement délibération après vote. J'interprète comme cela cette nouvelle décision qui conduit à un vote visant à prendre acte, c'est assez particulier, mais bon, du fait qu'il y a eu débat d'orientation budgétaire. Enfin, c'est comme ça. Alors, vous avez reçu l'ensemble des éléments qui constituent l'objet de cet ordre du jour. Je vais y revenir évidemment sur les aspects les plus saillants. Je remercie vraiment très chaudement les services, Anne-Hélène, Peggy Schuster et l'ensemble des services qui ont travaillé à ce document qui est de qualité, je trouve, qui est assez complet, mais ce qui est l'une des caractéristiques de notre équipe et de notre ville. Mais je trouve qu'il est tout à fait cohérent et donne clairement à voir la situation dans son évolution et les perspectives auxquelles nous travaillons. Je vais évidemment simplement m'appuyer sur ce document pour structurer mon intervention. Le premier aspect que je veux évoquer, c'est la bonne santé de notre ville. C'est absolument incontestable. Lorsque on regarde et on examine les quelques indicateurs mis à disposition et qui sont des indicateurs fondamentaux pour procéder à une lecture sérieuse de la situation budgétaire, nous nous rendons compte qu'il y a là des évolutions tout à fait intéressantes.
Pourquoi dis-je intéressante? Évidemment, d'abord parce qu'il y a maîtrise de la dépense, un exercice qui est toujours délicat, puisque dans des proportions tout à fait considérables, ces dépenses s'imposent à nous, que ce soit au plan de l'inflation, même si elle a été extrêmement limitée ces derniers temps, pas dans tous les secteurs, évidemment. Lorsqu'on pense à l'évolution tout simplement du personnel, ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire qu'il y a là des évolutions, on le verra tout à l'heure, qui, nonobstant les décisions que nous prenons, et je vais là aussi le préciser, il y a une évolution naturelle, normale, de glissement, qui fait qu'évidemment nous avons à faire face à des coûts qui ne peuvent être que enregistrés à la hausse. En même temps, maîtrise, vous le savez bien, qui se situe dans un cadre extrêmement difficile et délicat, puisque sous la contrainte. Je ne veux pas ici épiloguer, tellement je considère l'avoir fait souvent et de telle sorte, je ne sais pas d'où vient ce... Mais bon, il serait bienvenu que le Conseil puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et donc, du coup, ça m'amène à moi aussi à fermer ça et à inciter tout le monde à faire de même. Bien. Donc, des contraintes que nous avons d'ores et déjà et souvent évoquées. Le document qui vous a été envoyé le démontre très clairement. Nous avions dit, il y a quelques années, c'était une évaluation faite par Anne-Hélène à l'époque, qui avait estimé à peu près à 420 000 euros les conséquences à terme de la réduction de la DGF, décidée par l'État. Aujourd'hui, nous avons un chiffre, non pas de projection, mais de constat. Fin d'année 2017 n'est pas encore connue. Oui, la fin d'année 2017. Mais entre 2013 en 4 ans, pour l'instant, c'est la somme de 413 000 euros. Ce sera peut-être, ça va évoluer peut-être à la marge, mais on est autour des 420 000 d'une manière ou d'une autre, qui auront été ponctionnés. C'est malheureusement conforme à la prévision. Malheureusement parce que cette ponction est sévère. Malheureusement parce que, évidemment, ça laisse aussi voir ce qu'il aurait été possible de faire s'il n'y avait pas eu cette décision. Je le répète, est-ce que cette décision se justifie? Ma réponse est définitivement non. Il y a là une attitude hypocrite de la part de l'État et de ses principaux dirigeants. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'au moment où l'État nous explique qu'il ne touchera pas à l'impôt sur les revenus, il vient ponctionner les collectivités de telle sorte que les élus locaux, qui sont dans un contact plus direct, plus immédiat avec leurs administrés, eux, décident à un moment ou à un autre d'augmenter la pression fiscale pour pallier aux ponctions opérées par l'État. Je le rappelle, sur une dotation qui n'est le résultat que de la transformation d'un ancien impôt local. Donc les dotations dont il est question de l'État ne constituent pas, de la part de l'État, un cadeau fait aux collectivités locales sur lequel il aurait tout loisir de venir intervenir. Non, il y a historiquement évidemment une origine à cette DGF et d'ailleurs, très sincèrement, ça doit nous inspirer quelques réflexions lorsque j'entends un candidat dire qu'à l'avenir, il ne touchera plus aux dotations, mais il envisage d'exonérer une très large partie des populations de la taxe d'habitation. Lorsque j'ai entendu ça, je dois vous avouer que j'ai eu le poil qui s'est hérissé. Parce que, d'abord, c'est pour les collectivités une faculté qui leur est offerte d'assurer leur propre autonomie. Qui dit autonomie, dit autonomie de décision. Si on nous retire ce levier-là, où se situe la liberté de gestion qui est pourtant inscrite dans la Constitution? Évidemment, elle va être relativement annihilée. Lorsqu'on voit cet exemple, est frappant, lorsqu'on voit l'État qui a la capacité, qui s'offre cette faculté
incroyable de ponctionner à l'inverse de ce qui avait été fait l'objet d'engagements initiaux, de ponctionner sur les dotations qu'ils versent aux collectivités. Qu'adviendra-t-il des futures dotations venant suppléer à la disparition d'une large partie de la taxe d'habitation à terme? Il y a un danger extrêmement fort pour les collectivités territoriales, du moins en tout cas posé de manière claire par ce candidat-là aux élections présidentielles. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Moi, je ne suis pas sur cette approche-là. Je pense que la fiscalité locale, dans sa globalité, doit être repensée. C'est un travail considérable. C'est un travail considérable. Pour l'instant, tout le monde en a toujours parlé à un moment ou à un autre. Personne ne l'a jamais fait. Sans doute par manque de courage. Je le regrette. Parce qu'il y a, de ce point de vue-là, beaucoup à faire pour essayer de faire que sur le territoire national, chacun, il ne s'agit pas d'uniformiser, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule tête, mais en tout cas de limiter les aspérités, de réduire les inégalités, sans doute. Donc, il y a un chantier passionnant à ouvrir, et sans doute en le faisant, et je considère que c'est la seule méthode qui pourrait être valable, en l'ouvrant très clairement aux populations et que ça devienne un vrai débat national, plutôt que d'envisager à nouveau, pour camoufler quelques effets financiers, plutôt que de venir ponctionner les collectivités locales comme l'évoque, comme l'envisage ce candidat aux élections présidentielles. Les autres, je ne suis pas en train de rentrer dans le détail des programmes des différents candidats, ce n'est pas le lieu, mais je dois avouer que quand j'ai entendu cette hypothèse de faire en sorte que 80% de la population n'ait plus à régler la taxe d'habitation et que ce serait remplacé par une dotation d'État aux collectivités, et j'ai tout de suite considéré qu'il y avait un énorme danger à évoquer cette solution, et ce serait à nouveau l'hypocrisie totale et évidemment permanente. Donc, premier aspect, enfin deux aspects. Il y a d'un côté ces évolutions, cette ponction qui a continué à s'opérer, et en même temps, de notre point de vue, et malgré cette ponction, et à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur un grand nombre de collectivités territoriales en France, sur cette ville, non pas le maintien, mais à plusieurs reprises des décisions qui ont visé à protéger, voire à réduire, à protéger les foyers fiscaux de cette ville, voire à réduire la fiscalité sur la ville. Et donc, sur ces 15-16 dernières années, nous constatons cet effort, là aussi, ce courage, je l'ai déjà dit, qui avait déjà été fait l'objet d'une remarque de surprise de la part de la Chambre, qui nous avait dit qu'il aurait fallu plutôt laisser faire et ça aurait conduit à une augmentation des recettes. Nous n'avons jamais laissé faire et nous n'avons jamais accepté cette évolution qui, du fait des contraintes que je viens d'évoquer, aurait pu être ressentie comme naturelle. Je vous propose, d'ailleurs, dans ce débat, que ne soit pas envisagée d'augmentation de quelque nature que ce soit de la fiscalité locale. Donc c'est l'un des aspects, évidemment, qui relève de ce qui caractérisera ces orientations budgétaires et sans aucun doute le prochain budget. Un autre aspect nous interroge, c'est celui qui a à voir avec l'intercommunalité. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce sujet. Vient d'être constituée la communauté de communes du pays, du bassin de Briey, de l'Orne et du Jarnisy. Nous savons ici, pour avoir délibéré à plusieurs reprises sur cette question, et toujours dans le même sens, que cette évolution à 3 n'était pas souhaitée par une large majorité d'élus de notre secteur. Nous savons qu'elle nous a été imposée, malgré le fait que nous soyons au-delà des seuils évoqués et prévus par la loi. Je le répète ici, ça s'est fait sur injonction politique et avec, en arrière-plan, des calculs politiciens. Ou si d'autres préfèrent,
politicard, totalement et exclusivement. Nous avons combattu cette éventualité. J'ai eu pour ma part, en tant que membre de la commission départementale de la coopération intercommunale, à intervenir très fortement et à plusieurs reprises. Nous n'avons pas été entendus. Et le préfet a décidé de passer à l'acte. La communauté de communes, aujourd'hui, existe. Elle travaille bien, dans le meilleur esprit, parce qu'à aucun moment il y a eu suspicion de la part de qui que ce soit sur le fait que les élus, tous, veuillent travailler et soient en capacité de travailler ensemble. C'est l'inverse. Nous travaillons remarquablement bien ensemble, je vous le confirme. Mais néanmoins, cette évolution, là aussi rendue obligatoire par la décision de l'État, va conduire à revisiter les situations. Et à cet égard, logiquement, il va y avoir, pour faire en sorte que les mêmes services soient assurés de même manière sur l'ensemble de ces territoires, il va y avoir, pour ma part j'en suis convaincu, des évolutions qui vont être rendues pratiquement irrémédiables, irréversibles. Parce qu'encore une fois, les services à généraliser ne sont pas minces, les situations sont différentes, mais l'uniformisation ne peut se faire que par le haut. À cet égard, d'ailleurs, je ne doute pas, pour ma part, un seul instant, qu'une question relativement ancienne trouve sa solution à l'occasion de la prochain exercice budgétaire de la nouvelle communauté de communes. Nous aurons à en discuter dans les prochains jours, d'ailleurs, au niveau de la CCPB-JO. C'est celle, évidemment, du fait que des établissements comme le centre Pablo Picasso, comme la médiathèque ou comme la piscine de Jeuf ne soient plus d'aucune manière à la charge des villes respectives. Il serait complètement ahurissant qu'il y ait deux catégories de citoyens sur le même territoire, c'est-à-dire ceux qui auraient à supporter une partie de la charge sur le territoire de la ville et ceux qui n'auraient pas à le supporter pour le même type de service. Je pense à la piscine de Briey ou à la piscine de Jarny ou à d'autres centres d'activité culturelle comme Salle Saint-Pierremont ou d'autres. Donc tout ça doit être harmonisé. Cette harmonisation ne peut pas s'imaginer en dehors du fait que, quel que soit l'endroit où réside un administré de la CCPB-JO, il soit considéré comme un autre administré. Et évidemment, cette égalité de traitement doit conduire, et encore une fois, je ne doute pas un seul instant que ça puisse être le cas, comment imaginer l'inverse, doit conduire au fait que la commune de Jeuf, et de Mécourt d'ailleurs, soit évidemment enfin exonérée de devoir prendre à leur charge une partie des coûts de fonctionnement de ces établissements communautaires. C'est une question tout à fait importante. Vous me direz il y a là une logique imparable. Il est normal que ça vienne en discussion prochainement. Et encore une fois, je le répète, je suis absolument convaincu que la réponse qui va être unanimement apportée à cette question importante sera bien évidemment de dire égalité de traitement en direction de tous les administrés de l'ensemble de la communauté de communes. Mais je le dis ici comme un élément constitutif de notre orientation budgétaire, parce que tel est le cas, et que, évidemment, dans les jours qui viennent, que ce soit moi, j'allais presque dire dans les heures qui viennent, ou nos délégués, que ce soit Lionel Gérard, que ce soit Jean-Jacques Cotigny ou Alain Savard, auront bien sûr aussi à évoquer de manière très précise ces questions-là au niveau de la CLET, qui va préparer la future réunion du Conseil communautaire. Mais vous comprendrez qu'il y a là un enjeu tout à fait important de notre point de vue. Alors je disais, maîtrise des dépenses, j'ai à l'esprit en particulier le poste du personnel. Alors là, il y a quelque chose, un phénomène que j'ai à peine évoqué tout à l'heure, qui est dans le document qui vous a été remis. En quelques années,
entre 2010 et 2016, nous sommes passés de 108 agents à 95. D'abord, je signale que ce chiffre est réel et il intègre à la fois la ville et le CCAS. Je le dis aussi pour le mettre à l'actif de notre travail. J'ai ici à présenter les chiffres concernant le DOB. J'aurais pu ne présenter les chiffres que de la ville, puisque le CCAS est un organe spécifique, qui dispose évidemment de son organe de direction. Nous avons préféré évidemment intégrer l'ensemble, puisque tout simplement nous avons, il y a quelque temps, transféré du personnel à la MSF. Et donc il ne s'agissait pas pour nous de vous dire les choses en affichant moins de 90, 85, alors que nous savions qu'il y avait eu transfert. Non, nous faisons les choses en pleine transparence pour que vous ayez la réalité de ce que ça représente. Et en même temps, il y a un chiffre qui l'accompagne. Si ces décisions qui ont été prises, que ce soit par le Conseil ou par moi, parce qu'évidemment dans la gestion du personnel, les décisions du maire sont déterminantes, nous aurions eu aujourd'hui, et c'est intéressant d'afficher ce chiffre, à supporter une dépense supplémentaire de 500 000 € si nous avions eu à remplacer les différents départs, si nous avions maintenu ces postes. La décision politique qu'il a fallu assumer, qui a nécessité évidemment des aménagements, qui a nécessité quelquefois des démarches fortes, compliquées, à propos desquelles il a fallu s'expliquer et se faire comprendre, mais tout cela nécessite une volonté politique absolument significative. S'il n'y avait pas eu tout cela, tous ces efforts-là, c'est 500 000 € que nous aurions aujourd'hui à supporter en plus. Donc je le signale, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de cuillère à peau, ce n'est pas les décisions les plus simples, et ce sont des décisions qui ont de l'incidence, qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer. Tout cela a été fait conformément à ce que je vous ai indiqué à plusieurs reprises. Mais il est, je crois, tout à fait utile de le signaler, même si je considère pour ma part que la réduction d'effectifs, alors là aussi j'entends les chiffres annoncés par les différents candidats qui disent d'un côté on va sanctuariser l'hôpital public. Il ne s'agit pas d'augmenter l'effectif à l'hôpital public, il s'agirait de le maintenir. Aujourd'hui, il manque 100 000. Il manque 100 000 agents dans l'hôpital public pour qu'il se porte mieux. Parce qu'aujourd'hui, il est mis à mal. Et moi qui suis présent dans différents organismes de direction des hôpitaux de notre secteur, il est mis à mal. Et l'hôpital souffre, et leur personnel en particulier. Même s'il est remarquable, je peux à nouveau en témoigner. Mais lorsqu'on dit en maintien, partout on affiche, ils affichent, pas tous les candidats, mais certains candidats, ceux qui se réclament du libéralisme ambiant, qu'il soit social ou qu'il soit brutal, tout cela annonce 120 000, 500 000, je crois, enfin bon, allons-y, Folleville, pas de limite, l'essentiel c'est qu'on réduise les fonctionnaires parce qu'évidemment ils ne servent à rien. Ça, c'est leur discours. En réalité, un pays qui procède de la sorte, c'est la nation elle-même qui s'affaiblit. Et lorsque nous aurons détruit ce qui caractérise et ce qui fait l'originalité et la force de ce pays, nous retournerons et il sera un petit peu tard. Et lorsque, en plus, on dit cela, on veut à nouveau faire pression sur les collectivités locales pour que plusieurs dizaines de milliers d'emplois au niveau local soient sacrifiés. Jusqu'au moment où des pans entiers ou des services entiers, des politiques entières ne seront plus en mesure d'être déployés. Et à ce moment-là aussi, évidemment, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Donc cette tendance-là, elle n'est pas vertueuse. Derrière, il y a réduction des capacités d'intervention et je ne considère pas, pour ma part, qu'il y ait vertu. Vous le savez, depuis le 1er mars et conformément à la décision du dernier conseil municipal, un emploi a été créé, c'est celui d'une agente, d'une policière, au niveau de la police municipale, que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré, qui était tout à l'heure devant la salle du conseil municipal. C'est Alexandra Amat. Et je me réjouis de sa présence et elle est dans un état d'esprit qui correspond absolument à celui qui règne au sein de notre police municipale et qui conforme à ma conception
son rôle et de sa fonction. Vous avez vu dans le journal aujourd'hui qu'il y avait de ce point de vue-là quelques propos qui corroborent ce que je suis en train de vous dire. Donc, une évolution du personnel qui conduit à un maintien relatif de la dépense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des évolutions de carrière, de rémunération. Il y a une décision... Comment ? Des hausses de charges. Il y a eu récemment une décision d'augmentation d'indice. Heureusement, pour des salaires qui sont bas, mais lorsque le gouvernement prend cette décision, tout simplement, ça nous impacte directement. Toutes ces décisions-là font que, et ces évolutions-là, ouais, tout à fait, tout ce qui concerne le personnel, il y a des évolutions qui, malgré la baisse de l'effectif, fait que la charge reste à peu près identique. Voilà. Alors, les chiffres sont bons, les repères aussi. Je m'en réjouis, vraiment. C'est tout de même agréable de dire les choses de cette manière, de les poser devant le conseil municipal. C'est à mettre vraiment à l'actif des décisions que nous prenons, aux précautions qui nous animent, à les visions et aux perspectives que nous ouvrons. Est-ce pour autant qu'il faudrait réduire notre attention, faire que nous abaissions le niveau de suivi et celui de nos exigences? Non, évidemment. Même si les clignotants sont plutôt au vert, il ne s'agit pas pour moi de vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes, allons-y, on peut ouvrir les robinets. C'est pas cela du tout. La situation, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, reste évidemment fragile. Et donc, nous devons, bien au contraire, continuer à animer cette orientation-là, cette ligne politique-là, qui nous permet aujourd'hui d'afficher une vraie satisfaction. Mais donc, il n'y a pas contradiction entre satisfaction d'aujourd'hui et les efforts que nous avons à conduire encore demain pour qu'après-demain, nous soyons encore dans la satisfaction. Donc, c'est aussi dans cet esprit que je vous présente les orientations. Alors, quelques indications complémentaires en vous disant les quelques pistes que j'ai à l'esprit et que je vous soumets. Tout d'abord, et là aussi c'est un indicateur très intéressant, vous l'avez regardé sans doute avec beaucoup de précision, c'est l'évolution de la dette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lorsque, entre 2015 et 2016, on divise par plus de 2, parce que là c'est un repère, c'est un critère, le nombre d'années nécessaires pour le remboursement du capital, c'est significatif. Lorsque nous nous trouvons en deçà du taux, la moyenne de notre strate de population au niveau national, nettement en deçà du taux d'intérêt qui est pratiqué, c'est intéressant, c'est positif. Lorsque nous affichons un endettement par habitant qui est nettement inférieur au niveau d'endettement par habitant de notre strate de population au niveau national, etc., etc., etc. Je pourrais vous donner l'ensemble des critères, mais vous les avez dans les documents. Que pourrais-je dire sinon que c'est intéressant et positif? Ça l'est, même du point de vue du désendettement de la ville. Ça aussi, c'est dû à des choix, au fait que nous placions le curseur à tel ou tel endroit et que, évidemment, cela produise des effets, même s'il a fallu s'inscrire dans la durée pour la conduite de ces décisions. Alors, quelques mots encore sur deux aspects. Tout d'abord, les choix gouvernementaux, les décisions prises pèsent sur toutes les collectivités territoriales. L'État lui-même, qui s'affaiblit, la région, le département, qui ont pris des coups sévères, j'en ai souvent parlé ici, et qui revoient toute leur politique et qui les amènent assez nettement et assez largement à revisiter les conditions dans lesquelles ils accompagnent les collectivités territoriales. Et même lorsqu'ils continuent à être présents, c'est le cas du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, j'espère que ce sera le cas de la région, ils le font sur des niveaux qui sont très nettement inférieurs à ce que nous connaissions auparavant. Donc même en termes de recherche de subventions, il y a plus grande difficulté, évidemment, et raréfaction
des subventions attendues. Enfin, quelques autres bonnes nouvelles, puisque cette année, nous devrions réaliser la vente des logements qui se trouvent sur la partie supérieure de l'espace Curie, l'espace Marie Curie, des logements de haute qualité qui ont fait l'objet de promesses d'achat et promesses qui vont se réaliser. Je rappelle que ces logements ne sont pas totalement achevés, ils vont l'être dans les toutes prochaines semaines. Mais bon, là aussi, c'est beau succès. Avant même que les logements soient totalement achevés, l'ensemble des logements sont en passe d'être vendus. Ce sera le cas aussi, je rappelle que ça fait l'objet de décisions de notre part, les 2 logements de la maison Corradini, mais ça va se concrétiser cette année, ont été vendus et nous allons procéder, je ne sais pas si ce sera dans le cours de cette année, mais on va essayer de faire que ce soit le cas. Il nous restait un logement ici sur l'immeuble qui se trouve 14 place de l'Hôtel de Ville. Il nous restait un logement qui n'est plus aujourd'hui occupé par une employée municipale, donc qui était concierge à ce moment-là, et donc qui ne justifie plus qu'il reste municipal. Nous allons le vendre. Il est évident que ces différentes ventes sont censées alimenter le budget général de la ville. C'est une opération intéressante. Je voudrais aussi indiquer que, après réflexion, et je m'en suis déjà ouvert, le vice-président en charge du CCAS le sait, mais je suis susceptible de proposer dans le courant de cette année au CCAS de devenir propriétaire de la maison Bernanos. C'est un bâtiment qui reçoit des logements très sociaux, donc dont le caractère social n'est plus à évoquer, tellement ils sont évidents, et je considère que ce n'est pas à la ville de gérer et d'assumer évidemment la propriété d'un bâtiment qui intervient en direction des publics les plus en difficulté et ceux qui appellent le plus d'intervention au plan social, mais bien de la responsabilité du CCAS. J'aurai sans doute dans les toutes prochaines semaines ou au pire dans les 2 prochains mois à faire des propositions dans ce sens. Concernant les dépenses d'investissement, bon, là aussi rapidement, alors j'insiste à nouveau sur le fait que notre DOB intervient alors que nous n'avons pas tous les éléments à notre disposition, ni de la part de l'État, ni de la part de la communauté de communes. Et donc, il y a une part non maîtrisée et qui nécessite, de notre point de vue, beaucoup de prudence. Il est évident qu'au moment du budget primitif, j'aurai, avec l'adjoint aux finances, à faire des propositions à la commission des finances qui tiendra compte de la réalité constatée à ce moment. Je vous donne des indications qui constituent des hypothèses. J'insiste beaucoup, je prends beaucoup de précautions, mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu, non pas dans le brouillard, tout ce que je viens de dire est établi, mais quand même, en termes de gestion de nos capacités financières, il y a là, de la part de l'État et de la communauté de communes, des décisions qui peuvent avoir une incidence forte. Donc, je le fais avec prudence et je vous demande de l'écouter et de l'entendre avec prudence, puisque ça, on tiendra compte de la réalité, même des subventions versées. Parce que nous avons ici pris des décisions, et moi-même j'ai constitué des dossiers de demande de subvention. Il est évident que sur certains dossiers, nous tiendrons compte de ce retour de subvention pour décider ensuite de l'opportunité ou pas d'engager telle ou telle dépense. Évidemment, vous le savez, nous avons relancé, nous nous sommes dotés à la fin de l'année dernière d'une nouvelle assistance à maîtrise d'ouvrage, merci Anne-Hélène, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, d'une AMO, de dimension tout à fait nationale. Ça a été un choix fait par la commission ad hoc constituée à cet égard. Cette AMO travaille et évidemment elle devrait aussi, au-delà de sa rémunération, nous permettre d'avancer sur le projet de l'Ermitage. Donc cette année va être une année de relance particulièrement dynamique au plan de l'affirmation de ce projet. Le site du Leader Price.
Emmanuel Berger, vous le savez bien, travaille sur le sujet. Nous sommes en lien étroit avec l'EPF. Nous avons l'assurance que l'étude va progresser vite et surtout que ce n'est pas au terme ultime de l'étude que nous serons en capacité d'agir sur le bâtiment lui-même. C'est ça l'élément qui peut-être nous conduira cette année à être impliqués, voire, si ce n'est pas cette année, c'est en tout cas en début d'année prochaine. Donc il est un peu tôt pour dire qu'il pourrait y avoir, en dehors des 20%, de la part qui est la nôtre sur l'étude qui est diligentée actuellement et qui est financée à 80% par l'EPF, les 20% restants étant financés par les 3 villes de Goué, Oumé, Courgeffe. Donc l'impact financier cette année, s'il ne portait que sur le financement de l'étude, il serait modeste. Mais évidemment, j'ai à l'esprit le fait que s'il y avait nécessité d'agir en fonction de l'évolution, nous pourrions le faire, mais très sincèrement, je pense que ce sera plutôt le budget de l'an prochain qui sera impacté plutôt que celui-là. Néanmoins, et par ailleurs, nous aurons dès cette année, ce qui est normal, ce qui était prévisible, établi depuis longtemps par les conventions qui nous lient à l'EPF, à assumer évidemment l'achat des différentes structures qui ont été portées par l'EPF depuis plusieurs années. Et au moment où ces structures vivent, il est évident que nous rentrons dans la phase de règlement financier, évidemment, de ce qui est appelé à devenir des propriétés municipales. Donc il y a cet aspect. Nous avons déposé un important dossier au plan de l'accessibilité des bâtiments. Nous disposons d'ores et déjà de plusieurs réponses au plan des subventions, pas de toutes encore. Oui, la DTR, c'est ça. Et le FSIL aussi, oui, sur la première tranche. Donc il est évident que nous allons rentrer dans la phase de réalisation concrète de cette opération. Par ailleurs, vous le savez, même si ce n'est pas appelé à avoir un impact financier direct sur le budget de la ville, mais cette année a été marquée par, évidemment, l'émergence et la naissance de Orne THD pour la ville, que les travaux sont en cours. Une demande de subvention a été faite à l'État. Je sais que le préfet est personnellement attaché à la réalisation de ce projet. J'en ai eu encore confirmation il y a quelques jours sur le fait que d'ici la fin de cette année, et sans doute un peu avant, Orne THD soit en mesure de déployer le réseau qui nous permettra d'avoir Internet sur un débit constant et de haut niveau, puisque c'est du très haut débit, c'est du 100 mégas. Vous savez bien, on en a parlé je ne sais combien de fois, je n'y reviens pas, mais cette année va être l'année d'affichage de ce point de vue-là. En termes d'affichage, je vais revenir dans un instant. Nous continuerons à moderniser, à restaurer, à rénover notre système de vidéosurveillance, sans doute aussi en le déployant encore, en le renforçant. C'est une politique de la ville depuis longtemps et j'entends bien que nous poursuivions. Ensuite, même si le renforcement de la police municipale, la vidéosurveillance est l'un des aspects qui avait été évoqué avec eux, vous savez que sur des modalités différentes de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, nous avons été comme tous les ans à la rencontre de la population durant l'été dernier avec un questionnaire qui a été renseigné et sur cette base-là, nous avons pu, outre ce que je viens d'évoquer, relever par exemple un souhait, une envie qui était convergent avec ce que nous commencions à faire émerger et avec ce qui a été évoqué au niveau du séminaire avec le personnel communal, celui d'un manque constaté en direction de la petite enfance. Alors je veux ici le dire, notre ville est bien dotée au plan des infrastructures, au plan de la halte garderie, de la crèche, au plan de la ludothèque, au plan des écoles maternelles. Je serais tenté de dire, nous faisons fort, vraiment. Et nous avons cette image-là. Et pourtant, en termes d'aménagement extérieur, il n'y a pratiquement pas d'espace où les familles peuvent se retrouver en venant se promener et passer du temps. Et le fait que ce besoin, cette envie remonte par la population, que nous-mêmes nous y ayons travaillé, puisque nous avons déposé un dossier là-dessus, je vais revenir l'année dernière,
C'est intéressant parce que tout simplement, ça veut dire que les besoins se modifient et le fait que cette question-là vienne, ça veut dire qu'il y a des nouveaux couples et qu'il y a des enfants qui arrivent sur la ville et qu'il faut répondre à ce besoin. Et donc, oui. La réponse est oui. Nous allons agir. Nous avons déposé déjà un dossier qui porte sur le stade Sainte-Anne. Nous avons commencé avec les espaces consacrés aux aires de pique-nique. Je proposerai, en fonction des capacités que j'ai évoquées tout à l'heure, je proposerai cette année que soit procédé à la démolition des anciennes tribunes. Je serais tenté de dire enfin. Enfin. D'ailleurs, j'avais dit que si quelqu'un voulait les racheter pour l'euro symbolique, à condition qu'il ait un projet sérieux, j'étais prêt à entendre un projet sérieux. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de projet sérieux et personne ne m'a proposé de l'acheter pour l'euro symbolique. Et donc, nous n'allons pas garder ça. Il faut agir, je proposerai d'agir, vraiment. Et de faire que, peut-être pas en une année, c'est un projet qui peut courir sur les 3 années qui viennent, comme l'ensemble des jardins que je vais évoquer, mais faire que ce soit un espace de convivialité, de rencontre, de loisirs, occupant la totalité, non pas simplement l'ancien terrain, mais la totalité de l'espace, dans un écrin de verdure superbe qui jalonne aussi le cheminement au bord de l'Orne. Donc il y a là quelques atouts qu'il faut valoriser. Je rappelle que le réaménagement de la passerelle au bout, à proximité du stade Sainte-Anne, met en lien avec l'espace, il faudra lui trouver un nom, mais parce que c'est l'ancien crassier, on va arrêter de l'appeler ça comme ça, parce que en lieu et place de cet ancien crassier qui était devenu un véritable dépotoir, nous avons aménagé avec l'EPF un superbe espace. En aval, a réhabilité le puits. Oui, et en aval a agi de son côté. Il y a sur cet espace un lieu qui a vocation aussi à recevoir quelques équipements en direction de la petite enfance, un terrain de pétanque, et un lieu qui a vocation, lui, à recevoir un multijeu. Je propose, peut-être pas en une fois non plus, mais là aussi d'agir de telle sorte que les enfants en bas âge puissent se retrouver. Il y a 2 autres hypothèses, je vous l'indique, mais il y a un projet assez ancien qui existe concernant l'ancien champ des enfants Martin, si vous connaissez, c'est en plein cœur du quartier de Genibois. Et là, nous pourrions concevoir un très beau jardin d'enfants, ce qu'on appelle un jardin d'enfants. Clôturé évidemment, sécurisé, le sol conforme aux normes, avec toute une série de jeux adaptés. Et là, ce serait effectivement un jardin d'enfants. Et il y a un petit espace à proximité de l'espace du centre Michel Val à Arly, qui pourrait lui aussi, simplement parce que là, il est en toute proximité, recevoir quelques jeux. Voilà, je vous donne ça. Alors, je ne vous dis pas que tout cela, parce que ce serait absolument faux, va être réalisé cette année. Par contre, que nous nous inscrivions dans une démarche sur 2-3 ans qui viserait à doter la ville de l'ensemble de ces équipements, oui, je vous propose que nous nous inscrivions dans cette logique-là. Ensuite, évidemment, je termine par 2 aspects. Les travaux de voirie, il faut terminer l'aménagement de la rue du Commerce. Cette partie depuis le carrefour de l'hôtel de ville jusqu'au carrefour de l'église Sainte-Croix. Nous avons là aussi un projet depuis quelque temps déjà. Nous ne l'avions pas réalisé pour les raisons que nous avons déjà exposées ici à plusieurs reprises, mais il faut le faire. Et encore une fois, si les conditions le permettent, et je pense et j'espère que ce sera le cas, je vous proposerai qu'au plan de la voirie, ce soit la priorité pour que nous achevions cette rue. Ensuite, ça nous permettra, il y a quelques rues encore, je pense à la rue du Sam, mais elle sera impactée par ce qui va se passer autour du Leader Price, mais cette rue, elle a beaucoup d'avenir, à l'inverse de ce que l'on peut croire aujourd'hui. Je suis convaincu qu'elle a beaucoup d'avenir et que son allure changera, mais nous attendrons que cette opération rentre dans sa phase opérationnelle. Et il y a le quartier de Ravenne, sur lequel nous avons à agir. La passerelle qui franchit l'Orne au niveau des collectifs à Ropré appelle aussi notre intervention. On l'a évoqué il y a déjà 2 ans, l'année dernière. Bon, à un moment, il faut
il faut arrêter de l'évoquer, il faut agir. Donc cette passerelle, elle appelle une action rapide de notre part. Donc ça aussi, je proposerai que ça fasse sans doute partie d'une priorité, quelle que soit la situation, que ça fasse partie d'une priorité. Et puis j'ai à l'esprit quelques autres petites opérations, mais il y en a une qui, pour être petite, aura de l'impact. C'est le chauffage dans le bâtiment, le bâtiment couvert, les cours couverts de pétanque. Parce que tout simplement, si nous n'intervenons pas sur le chauffage, ça sert à rien de disposer d'un cours couvert. Ce serait stupide. Donc le chauffage est mort, malgré tout ce que nous faisons ces dernières années pour le maintenir, mais à un moment, il a rendu l'âme, il faut le moderniser. Nous sommes en train de travailler avec l'association, mais il va falloir là aussi réaliser ça pour faire en sorte que le bâtiment garde sa vocation. Enfin, je termine par un point, c'est que je viens de vous dire qu'au niveau du haut débit, les choses avancent. Nous sommes en train d'actionner, de travailler avec Lionel, puisque c'est l'idée qu'il a souvent portée et qu'il va préciser là dans les prochaines semaines, sur l'idée que sur Jeuf, nous avons un outil exceptionnel, c'est la gare, qui a été amélioré par les aménagements que nous avons faits à proximité et sur le multimodal. Je vous confirme ici que d'une manière ou d'une autre, le ST2B est en train de travailler très 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 activement de telle sorte que nous assurions un haut niveau de mobilité dans notre territoire et que nous rechercherons à favoriser les rabattements sur les gares existantes, dont celle de Jeuf, et que sans doute il faut là aussi activer un dispositif venant renforcer l'attractivité et de notre ville et de sa gare par, en lien avec la SNCF, un tarif d'usage qui soit évidemment amélioré par l'intervention de la ville. C'est-à-dire que nous pourrions, en direction des personnes qui travaillent au Luxembourg ou en tout cas à l'extérieur, voire des étudiants qui vont à Metz ou à Nancy, envisager tout simplement d'intervenir financièrement pour les soulager d'une partie de leurs abonnements. Et je parle des Joviciens, bien sûr. Je parle des Joviciens. Et donc ça renforcerait automatiquement l'intérêt de la gare et de son utilisation et des lignes ferroviaires. Nous y en avions parlé il y a quelque temps, il faut réactiver. Mais lorsque je vous parle de la maîtrise des taux, lorsque je vous parle du 100 mégas à Jeuf bientôt, lorsque je vous parle d'un travail de renforcement de l'attractivité par le fait que nous disposions d'un tarif privilégié sur la ville, lorsque nous sommes dotés de l'appareillage de santé que vous connaissez. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous dis que durant le mois je ne sais plus la date, le 8 avril, je vous annonce que l'inauguration de l'espace Marie Curie aura lieu le 8 avril prochain matin, en présence du président du conseil départemental, du président de l'EPF de Lorraine, qui viendront avec moi inaugurer cet espace de haute qualité qui est achevé maintenant et qui répond complètement, évidemment, aux attentes. Vous êtes, évidemment, le conseil municipal et au-delà de lui, toute la population est invitée cordialement à cette inauguration. Je disais donc qu'on affiche les 100 mégas. Lorsque on dit tarification renforçant l'attractivité, lorsqu'on parle de l'habitat et du fait que nous déployons ici des efforts pour favoriser l'accession à la propriété, la rénovation de l'habitat, une rénovation moderne, c'est-à-dire qui ne soit pas basique, mais qui soit aidée, qui soit conseillée, il y a là des arguments qui font de notre ville, et je ne parle même pas de la densité de notre vie associative, il y a bien des raisons de dire et de faire que Jeuf soit reconnu comme une ville dynamique, souriante, j'ai l'habitude de dire belle et rebelle à la fois. Nous ferons, dans les prochains mois, les efforts nécessaires au plan de la communication, non pas pour parler simplement à notre population, j'ai pu le vérifier lorsque nous avons fait circuler le questionnaire,
elle est attachée à notre ville, et elle la connaît, elle l'apprécie. Mais très largement au-delà des limites de notre ville pour faire sa promotion et pour évidemment en renforcer encore l'attractivité. Voilà. Monsieur, dames, je n'ai pas été court, mais je ne m'en excuse pas. Le débat est ouvert. Je vous remercie de votre attention. Ah, j'ai oublié tout à l'heure le fait que René Metzinger donne pouvoir à Liliane Cognard. Bien. Qui? Oui. Monsieur, oui, je cherche, voilà, ici, Monsieur Furlan. Bon, moi, j'aurais quelques questions techniques. Je vais essayer de ne pas m'égarer. Donc, si je m'égare, vous me le dites direct. Hein. Donc, concernant les jardins d'enfants, j'ai entendu les noms des emplacements que vous vouliez présenter. Et j'aimerais demander ce qu'il advient justement de l'espace qui est prévu depuis longtemps, que j'ai pas entendu, qui se trouve au croisement rue Eugène Bastien et rue Saint-Robert, on va dire. Elle n'a pas de nom, donc ce truc-là, je vais dire, c'est le prolongement de la rue Saint-Robert, avec la rue Antime-Bosmont, ce terrain qui est racheté et qui est laissé en délabre. Il devait y avoir un jardin d'enfants ou un petit parc qui devait être créé à cet endroit-là. Et ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais. Oui, je vois. C'est entre les deux rues de Gaupré. Hein. On parle bien de la même chose. Hein. D'accord. En contrebas. Hein. C'est rue des Jardins, je pense. Hein. Ouais, c'est à la limite. C'est entre la rue des Jardins. Oui, c'est ça. Un peu en contrebas. Effectivement, nous avons. Il va y avoir, je voulais dire, est-ce qu'enfin il va y avoir une étude de fait sur ce terrain? C'est pas forcé que ça devienne un jardin d'enfants ou non. Ça peut être un jardin public ou autre chose. Hein. Enfin, un jardin d'enfants, ça ne sera pas parce que la dimension ne le permet pas. Parce que le jardin d'enfants, le seul endroit où il y aura un vrai jardin d'enfants, hein, dans l'acception forte du terme, hein, parce que ça nécessite un espace assez important, c'est sur Genibois. Hein, parce que là, il faut. Bon, j'ai évoqué, par exemple, Arly, qui a un petit espace aussi, bon, sans doute un tout petit peu plus grand que celui qui est évoqué là. Le terrain a été effectivement, il est aujourd'hui maîtrisé au plan foncier. On peut, alors, il n'y a pas de projet arrêté sur ce terrain. On peut effectivement, bon, on va voir, on peut y réfléchir. Et moi, alors, ce qui est embêtant, c'est que c'est ce qui nous avait freiné à l'époque. Il a proximité immédiate d'un carrefour, d'un double carrefour, quoi, en quelque sorte. Et il est en contrebas. Donc, pas facilement sous la surveillance des parents. Enfin, il y a là une proximité, en quelque sorte, un petit peu à risque, qui nous gêne un peu. Mais il faudra en faire quelque chose, voilà, qui tienne compte de ça, quoi. Il faut qu'on trouve quelque chose qui... Ouais, non, j'ai pas entendu ça, mais bon, c'est possible. Bon, ce serait très sincèrement dommage. Enfin. Bah, c'est dommage qu'il reste à l'abandon, qu'il n'ait pas. Non, mais qu'on en fasse quelque chose, oui, mais que l'on installe là 2 garages, parce que à mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc, il rentrerait, mais je vois pas qu'on fasse 10 garages là, en tout cas. Hein. Comment tu fais pour circuler? Oh ouais, tu circules plus. Et c'est un endroit qui a besoin de respirer, pas besoin. C'est pas un endroit qui a besoin d'être. Enfin bon. Donc j'ai un autre point sur autre chose. On va pas. Bon. Qui concerne justement le local de pétanque et sa chaudière. J'aurais aimé savoir si la mairie avait la réelle propriété de ce bâtiment. S'il n'y avait pas eu quelque chose. Enfin, je sais pas parce que je suis pas là historiquement, donc. Je suis pas au courant de tout ce qui a été, les accords qui ont été mis en place, les discussions qui ont été faites avec le... C'est très très simple. Donc, est-ce que la mairie est... Il y a une règle d'urbanisme qui s'applique, qui est constante. Celui qui est propriétaire du terrain est propriétaire de ce qui se trouve dessus. Oui, ça c'est la loi, ça. Oui, c'est clair. Ben voilà, j'ai répondu à la question. Mais bon, ce que je demandais par là aussi, c'est s'il y avait eu des accords avec le club de pétanque, il y a eu des accords sur de les financement. entretiens, sur les choses comme ça. Il y a eu des accords de financement de la construction et de l'installation de première installation de chauffage.
des accords de financement qui ont été respectés par le club qui a la gestion aujourd'hui de l'équipement. Mais la ville est bien propriétaire, bien sûr. Donc, j'ai une autre chose, ça, concernant Orne THD. Bon, on va dire que c'est plus financièrement pour les gens, quoi. Il y a eu un retard qui a été accordé pour, on va dire, pour l'installation. Monsieur Ferrand, je m'excuse. Là, je dois m'égarer peut-être. Hein. Non, on est dans le DOB. Déjà là, d'ailleurs, je vous propose qu'on reste sur le DOB, parce que sinon. Ça va très bien, frère. Comment? Je dis, ça me va très bien. Oui. Parce que sinon, voilà, l'objet, là, pour l'instant, c'est le DOB. J'ai une autre question donc, qui concerne la vidéosurveillance, donc qui est sur le DOB. Oui. Je vois que on a utilisé le mot obsolète, donc bon, j'aimerais un peu plus de précision pour ça. Est-ce que c'est techniquement elle est devenue obsolète, ou est-ce que le matériel est vieillissant, donc il faut le changer, hein, tout simplement. Mais c'est ça, j'ai besoin de savoir pourquoi on le change, et les deux. Techniquement, le matériel est dépassé, on sait à quel point dans ce domaine-là ça va très vite, et puis il commence à avoir de l'âge. Oui, les premiers ont quel âge? Une dizaine d'années. Oui, c'est de la radio, ça a presque une dizaine d'années, enfin c'est normal, quoi. On arrive à une phase. On va utiliser le déploiement de la fibre pour pouvoir se doter d'outils un peu plus performants. On a indiqué en THD tous les emplacements où pourrait se situer où est située la vidéosurveillance d'aujourd'hui, où elle serait située la vidéosurveillance de demain, pour utiliser la fibre, justement. D'accord, j'ai plus de questions. Merci. D'autres interventions? Monsieur Savard. Oui, en ce qui concerne le DOB, globalement, sur l'ensemble, j'ai pas de remarque globale à faire. L'orientation me semble intéressante. La maîtrise des dépenses, la maîtrise de la dette, c'est quelque chose d'intéressant. Étant entendu, mais apparemment là c'est fait, que la maîtrise d'une dette ne doit pas empêcher les investissements, parce que les dettes d'investissement, dans certains cas au contraire, sont très positifs et amènent des choses qui vont améliorer le fonctionnement. On a vu certaines communes relativement proches qui ont été mises sous tutelle. Ce n'est pas le cas à Jeuf, c'est une bonne chose. Cette remarque globale étant faite, j'ai évidemment des points sur lesquels j'ai des réserves à formuler. Par exemple, en ce qui concerne la fiscalité locale, il me semble que cette fiscalité, qui est très injuste, tout le monde en convient, est fondée sur des estimations de logements qui ne sont généralement plus du tout d'actualité, ce qui provoque, dans certains cas, des injustices importantes. Un logement qui était occupé par 2 personnes, qui n'est plus occupé que par une, qui a des ressources moindres, qui, de plus, a moins de déchets à mettre en poubelle, se trouve donc pénalisé sur la taxe d'habitation et y compris par rebond sur la taxe d'ordures ménagères. Il y a certainement là quelque chose à réfléchir. Je sais bien qu'on ne maîtrise pas tout dans une commune. Nous sommes contraints par certaines dispositions légales nationales. Mais voilà, il faut certainement réfléchir à quelque chose là-dessus. Il y a un autre point en ce qui concerne l'espace de l'ancien Prise Unique, Printania, Leader Price. J'ai déjà formulé d'autres propositions que celles vers lesquelles on semble s'orienter, qui consisteraient apparemment en une démolition. Je les reformulerai de façon plus détaillée pour qu'une commission et le groupe que doit animer Monsieur Berger puissent s'en saisir.
Voilà, ça c'est l'essentiel de ce que j'avais à dire de façon générale. J'aurais autre chose, mais qui rentre dans le cadre d'une question orale que j'ai posée tout à l'heure, mais qui n'est pas inscrit dans ce document du DOB. Alors d'abord, sur la fiscalité, on est dans le débat d'orientation budgétaire. Et donc, nous aurons au moment du budget des éléments plus concrets, plus précis au plan de la fiscalité. Nous aurons à ce moment-là l'échange sur le détail qui a été évoqué. Là, au niveau des OB, je vous indique simplement que le souhait que j'affiche, parce que c'est au maire qu'il appartient de dire les orientations qu'il va proposer, je vous propose de ne pas toucher au taux. C'est tout ce que j'indique, sans rentrer dans plus d'évocations. Concernant le leader presse, l'éventualité évoquée à l'instant, c'est celle que j'ai exprimée pour ma part. L'étude qui est en cours a aussi vocation à nous éclairer. Donc il y aura aussi possibilité de s'exprimer à ce moment-là et dans ce cadre. Donc moi j'ai eu à dire une opinion personnelle, puisque j'ai visité le bâtiment, j'ai vu à quoi ça ressemblait et les contraintes et la façon dont il est conçu. Mais ça c'est un avis personnel. Nous verrons bien ce que nous en ferons le moment venu. Qui d'autre? Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques Gottini. Oui, rapidement, je voulais juste simplement dire que si on peut tous avoir une vision un petit peu particulière et différente des options choisies par la municipalité, force est de constater qu'on ne peut pas nier la bonne gestion de la municipalité qui est mise au crédit de Monsieur le maire, de l'adjoint finance et des services. Je voulais évoquer une chose rapidement, c'est le personnel, bien évidemment, où on a parlé des hôpitaux qui sont en souffrance par manque de 100 000 personnes, bien évidemment, qui souffrent ces gens-là, mais ceux qui souffrent en bout de ligne, c'est d'abord les patients qui n'ont pas les soins qu'ils mériteraient d'avoir. En corollaire, lorsqu'on reporte ça sur la municipalité, nous sommes passés, nous, de 108 personnels à 95 en maintenant tous les services et je dirais même en créant d'autres avec la police municipale, tout ça à charge constante. Je reprendrai une formule, on a l'habitude de faire le pas comme on a le pied. On aurait pu créer à une époque beaucoup plus. Ça nous aurait coûté 240 000 cash de mémoire en début. Je parle de la police municipale. Aujourd'hui, la charge est constante. C'est l'idéal. Merci. Lionel Gérard. Je vais essayer d'être court puisque beaucoup de choses ont été dites. Moi aussi, je voudrais me féliciter de du travail, du sérieux qui a été fait depuis de nombreuses années, et pas uniquement sur cet exercice, mais bien, c'est ce qu'a dit André et ce qu'a répété Jean-Jacques. C'est un travail de plusieurs années pour arriver à ce résultat. C'est un super résultat. Les chiffres qui sont à la suite des quelques premières pages du DOB montrent que cette ville est vraiment, vraiment bien gérée, avec des résultats tous positifs. André a dit on garde et on reste vigilant, mais on a affaire à des services de qualité, professionnels. On parle de la diminution. C'est vrai, je rejoins ce que Jean-Jacques et André ont dit. C'est le service public aujourd'hui, il est de bon ton de le critiquer, de dire qu'il y a toujours trop de fonctionnaires, qu'il n'y en a pas assez besoin, mais tout un chacun, quand ils vont dans les hôpitaux, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, quand ils vont dans les écoles, ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'instituteurs, quand ils ont des problèmes, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de police. Tout le monde est prêt à demander plus de personnes, et tout le monde est dit « Ah, c'est très bien, vous supprimez, il faut supprimer ce populisme-là, ça suffit. » Nous, aujourd'hui, on a diminué le nombre de fonctionnaires. Certes, on remplit les mêmes missions, voire plus. Demain, il faudra qu'on tienne compte de la création des cartes d'identité. Ce sera encore du travail supplémentaire avec toujours le même personnel. Il faut bien se dire une chose, c'est que si on vient toujours avec le même personnel à assumer les mêmes missions, forcément, ces missions-là, on les rend plus de la même façon, pas avec la aussi bonne qualité. Donc ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Donc, il ne faut pas croire qu'à une époque, on était trop nombreux et que c'est bien les avoir diminués. C'est faux. C'est faux. Il faut bien le garder. Les dettes, on a toujours eu que des dettes d'investissement. J'ai entendu dettes d'investissement, sous-entendu qu'il y aurait peut-être des dettes de fonctionnement. Non, c'est pas le cas. Quand on emprunte, on fait que des emprunts pour l'investissement. Et puis, non, les chiffres sont là. Il est
Il n'est pas question, il n'a jamais été question que la ville soit sous tutelle. Tout va bien. Nous sommes vigilants, nous continuons à travailler. Et bravo pour le travail des services, bravo pour le travail des élus en charge des commissions ou des groupes de réflexion. Continuons comme ça. Bien, il n'y a plus d'intervention. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est bizarrement, mais enfin c'est comme ça, il nous faut maintenant adopter, bon le DOB, enfin c'est assez bizarre, c'est pas le DOB que l'on adopte, c'est le fait, on vote sur le fait, sur le fait que nous avons débattu. Bon, voilà, donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Bah oui, je sais, moi, c'est comme ça. Oui, bah oui. Oui, je sais bien. Mais encore une fois, je le répète, je pense que sans doute dans certaines villes, il n'y avait pas de DOB. Et lorsqu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de délibération, et donc les préfets ne pouvaient pas savoir si le DOB avait vraiment eu lieu. Là, le simple fait de voter oblige à une délibération, et ce qui fait que les préfectures peuvent disposer de cela. Je crois que c'est comme ça que j'interprète. Si c'est ça, donc bon, c'est pas plus mal. Donc une unanimité pour reconnaître que nous avons débattu. Voilà. Merci bien. On continue, et là, nous allons accélérer le processus. On est sur des délibérations plutôt traditionnelles. J'arriverai, oui. Voilà. Oui, juste, quand même, pour revenir sur juste les chiffres. Les chiffres que nous avons dans le DOB, il y a un travail important qui a été fait, que vous avez tous. Si certains, je suis persuadé que tout le monde a lu ces chiffres dans le détail, mais si certains ont des questions ou leur viennent des questions, n'hésitez pas à venir les poser directement à la directrice générale des services, mais c'est un travail conséquent qui n'est pas fait dans toutes les communes, donc prenez le temps de l'examiner. Voilà. Ensuite, indemnité de conseil au trésorier municipal. Indemnité de conseil au trésorier municipal, donc comme tous les ans, il vous est proposé de voter une indemnité au trésorier à hauteur de 1 211,13 € brut. Des oppositions, des abstentions, on continue. Ouverture de crédit d'investissement avant le vote du budget primitif. C'est une autorisation qui nous est permise. Ça nous permet de lancer tout de suite des appels d'offres et des travaux. Donc, pour un montant, des désherbeurs thermiques pour un montant de 26 720 €. Ça doit nous permettre d'acquérir tout simplement un désherbeur avant l'adoption du budget. C'est une somme estimative. Oui, oui. On n'a pas... Oui. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Subvention exceptionnelle. Pour un voyage au collège, un séjour au collège Maurice Barrès, un séjour en Italie pour 20 élèves. La participation, c'est 46 € par élève, donc 920 €. C'est ce que nous faisons traditionnellement. Oui. Bon, je vais voter pour, mais je voudrais qu'on entre en réflexion globale. Je ne sais pas comment va se passer ce voyage, si je passe en train ou si je passe en avion, mais je pense qu'à un moment donné, notre commune, notre municipalité... Ça ne se passe pas en avion, en tout cas. Pardon ? Ce ne sera pas en avion. C'est mieux en train qu'en autobus quand même. C'est moins pire en autobus qu'en avion, mais voilà, bon. Mais il faudra qu'on ait toujours en mémoire cette question-là. Voilà. Ce sera en bus. Bien. Donc, unanimité, on continue. Ah, pardon, M. Furlan. J'ai une remarque qui changera pas mon vote. En fait, depuis le début de l'année, j'ai pu relever quelques soucis au niveau du collège. Donc, je ne vais pas les étaler ici. Je demanderai juste qu'il y ait possibilité d'avoir un groupe de réflexion sur ces problèmes. Donc, j'exposerai ça à Françoise Berg. À Françoise Berg. Madame l'adjointe. Tout à fait. Absolument. Il ne faut pas hésiter. OK. Participation au financement d'un déplacement des salariés BK. Deux mots. Je retire ce point de l'ordre du jour. Vous savez ce qu'il est advenu. Salariés de BK, la société allemande a décidé de fermer le site de Briey. Cette décision a été brutale et elle se réalisera en à peine plus de 2 mois. Dans un premier temps, il était prévu une indemnité de licenciement tout à fait dérisoire, ce qui marquait incontestablement l'expression d'un vrai mépris à l'égard des salariés. Salariés qui se sont organisés, qui ont engagé l'action, qui ont été entourés d'un certain nombre d'élus, évidemment, dont votre serviteur,
Et la journée de vendredi dernier a été une journée déterminante, avec les salariés qui ont empêché le déménagement d'un certain nombre d'une partie d'outils de production et de production elle-même. Et au bout d'une journée totale complète de négociations, ils ont obtenu satisfaction sur les modestes revendications qui étaient les leurs, avec en même temps paiement des jours de grève. En tout cas, ils sont satisfaits d'avoir été entendus. Ils remercient. J'ai eu le délégué du syndicat encore ce matin. Il m'a appelé pour me remercier les élus qui avaient été présents. Donc je le dis parce que quelques élus ici ont réagi répondant ainsi à ma sollicitation. Je les en remercie vraiment vivement. Mais en tout cas, voilà, je parlais d'indignité de la part de la direction. Aujourd'hui, ces salariés peuvent en tout cas considérer garder la tête haute, parce qu'ils se sont engagés dans l'action et ils ont obtenu, encore une fois, satisfaction sur de modestes revendications, mais revendications tout de même. Donc il n'y a plus de manifestation de déplacement prévue, donc je supprime ce point. Va rester maintenant, je participerai prochainement au titre de la communauté de communes en tant que vice-président en charge des questions économiques à une réunion sous-préfecture portant sur le reclassement. Je vais veiller à cette question-là et en même temps à l'avenir du site, parce que les ateliers que je me suis fait présenter vendredi sont de haute qualité. Monsieur Savard. Bon, je vais être rapide sur ce point-là, puisqu'il est retiré de l'ordre du jour, mais comme il y a eu une explication importante là-dessus, personnellement, évidemment, je soutiens une action de salariés qui se défendent contre un employeur qui, dès le départ, propose une indemnisation, une compensation infime, d'ailleurs probablement très inférieure à ce qu'il avait prévu dès le départ, sachant qu'il y aura des mouvements, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un système. À un moment donné, en manifestant fortement, les salariés pouvaient espérer obtenir quelque chose que l'employeur n'avait pas prévu de faire. Maintenant, l'employeur, sachant ça, de façon générale, beaucoup d'employeurs s'organisent pour présenter quelque chose de totalement inacceptable et ensuite remontent vers ce qu'ils ont prévu, ou parfois moins que ce qu'ils ont prévu. Ils ont parfois des surprises qui leur sont agréables à eux, mais pas à nous. Je proposerai, moi, si vous le voulez bien, une motion à un prochain conseil municipal, parce que je pense qu'il faut à un moment donné qu'on interpelle les pouvoirs publics sur le fait de maintenir des outils de production en France, quitte à obliger, dans certains cas, à passer en coopérative ouvrière ou en nationalisation. Bon, nous verrons cela plus tard. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je proposerai quelque chose. J'allais vous dire, on ne va pas évoquer quelque chose qui viendra sans doute, d'après ce que je comprends, à l'avenir. Sur Beka, sachez que les premières propositions qui étaient faites aux salariés étaient extrêmement réduites. À peine plus de 1 000 euros par salarié. Ensuite, elles étaient montées à 3 000. Les salariés ont obtenu 6 000. Et le cadre légal qui constituait les contraintes imposées à l'entreprise était très nettement inférieur à ça. Donc ça veut dire que c'est une indemnité supralégale qui a été obtenue par les salariés. Donc j'indique cela pour ne pas que l'on croie que c'était en deçà d'une première hypothèse ou en deçà de ce que l'entreprise était contrainte de verser. On est bien sur des indemnités supralégales qui ont été obtenues grâce à leur action. Bien. Aide sociale en faveur des agents communaux, ça en pièce jointe, c'est c'est classique, c'est ce qu'on pratique tous les ans. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. L'urbanisme, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en quelques mots, Lucien, parce que c'est pas la peine si tu veux présenter cette question. Ça concerne l'acquisition des terrains immeubles de l'espace Marie Curie. Donc le PFL a acheté pour la ville ces terrains, ces immeubles, et aujourd'hui, le projet arrivant à sa fin, l'EPF doit céder à la ville, doit revendre à la ville
ces parcelles. Donc, le montant, c'est un montant de 376 466,48 € hors taxe, soit 451 759,78 € TTC. Le décompte est le suivant. 290 000 € de foncier, c'est la valeur d'achat par le PFL de l'ensemble des bâtiments et parcelles. 6 409 € d'impôts et frais de gestion, 68 622 € en impôts et frais de gestion, ouais, et actualisation des dépenses, 19 434 €. Et une TVA de 75 293 €. Donc il est proposé au Conseil d'autoriser l'acquisition par la commune des parcelles cadastrées qui sont propriété d'établissements publics fonciers de Lorraine, de fixer le montant de ces acquisitions à 346 466,48 €, de charger l'étude de Maître Jeannot 376 000. 376 466,48 €. Tu as dit 346. Ah bon, d'accord. Ouais, 376 000 €. De charger l'étude de Maître Jeannot, L'Homme et Harry Castres de Brie et de réaliser les actes notariés, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager les démarches et signer les documents nécessaires. Tout cela est conforme tout simplement à ce qui avait été évoqué à l'origine, il y a quelques années. Donc on est dans une logique imparable. Je voudrais simplement préciser que ça ne se règle pas en une fois, mais en 5 ans. Hein. C'est ça, pratique avec le PF. Donc c'est un élément qui n'est pas dans le texte, mais que je rajoute. Évidemment, il y a échelonnement de règlement et de remboursement de cette somme en 5 ans. La première année, on paye 20% plus tous les intérêts, et les 4 années qui suivent, on paye 20% de la somme. Voilà. Bien. Vous savez tout. Unanimité. Je vous remercie. Marché public. Non, tu fais ou la DSP simplement avec le cinéma casino, il y a eu, vous le savez bien, des modifications avec les départs en retraite, qui viennent impacter logiquement le montant financier qui caractérise la DSP. On l'aménage et on l'ajuste en fonction de la réalité du coût des salariés, que soit c'est essentiellement le directeur, hein, je crois, et le comptable, oui. On avait commencé à le faire l'an dernier, on avait initié le mouvement. On continue. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition de ce point de vue-là pour la MJC, mais il y a non-participation au vote de M. Savard. OK. Sur les contrats d'assurance. Classique, un avenant au contrat d'assurance responsabilité civile pour la ville et le CCAS, des réajustements avec notre prestataire. Bon, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Les travaux de création du centre multi-activités de Franchepré. Là, on est simplement voilà, c'est ça, sur la modification du délai de réalisation. On se donne un peu plus de temps puisqu'il y a eu des modifications, mais on se permet d'aller un peu plus loin dans la réalisation des travaux. Voilà. Pas un gros débordement puisqu'il s'agit du 24 mars. Hein. Oui, oui. Voilà. Bon, là, j'imagine, oui. C'est simplement une prolongation de travaux ou il y a une conséquence financière? Non, on a voté les conséquences financières au dernier conseil municipal. Oui, oui. Affaires scolaires, Françoise, mais il s'agit simplement de la reconduction, la demande de reconduction des horaires actuels qui sont dérogatoires. Et donc qui nécessitent sur Genibois une délibération, une demande de reconduction. Hein, c'est ça. Bien. Oui. Fernand. Donc, apparemment, ça fonctionne bien sur Genibois. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse avoir une réelle étude démographique, une réelle étude comparative, on va dire. Et quand je dis étude démographique, c'est parce que, on va dire, certaines catégories de gens, attention, je ne parle pas de niveau social ou de choses comme ça, hein, certaines catégories de gens, donc des couples mariés avec plusieurs enfants, trouveraient plus important d'avoir l'école le samedi. D'autres types de familles pensent que c'est totalement différent. J'aimerais aussi rappeler un point, c'est que j'étais pour l'école le samedi et que j'ai changé d'avis pour différentes raisons. Donc sur Genibois,
apparemment ça fonctionne bien, donc il serait idiot de pas continuer. Mais je pense que la réflexion doit se porter beaucoup plus profondément sur les autres écoles. Tout simplement, Monsieur Furlan, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, parce que il y a un conseil consultatif qui travaille sur cette question-là, qui associe des parents d'élèves des autres écoles. Et autant l'expérience est belle, et aujourd'hui elle satisfait une large majorité des parents et la totalité des enseignants de Genevois. Donc vous avez raison de dire que ce serait stupide de ne pas poursuivre quelque chose qui marche bien. En même temps, donc la réflexion continue, et je vous le dis très sereinement. Moi, je ne forcerai personne. Hein. Si sur les autres établissements, les parents et les enseignants souhaitent continuer sur les horaires qu'ils connaissent aujourd'hui, nous maintiendrons ces horaires. Il n'y aura aucun élément de ma part qui viserait à généraliser et à imposer une généralisation. Donc ce ne sera pas le cas. Si telle était la question, ma réponse est claire. Comment ? Bon. Ok, en tout cas, j'imagine qu'on est unanime sur cette question. La coopération intercommunale, désignation d'un délégué au SCRO. Donc, en remplacement de notre ami Michel Madier, et en disant cela, j'ai à ma mémoire, de manière très vivace, son image et son action. Et je veux saluer sa mémoire. Son implication aussi dans le déploiement d'ORNTHD, je pense qu'il serait vraiment, vraiment heureux de voir le résultat. Donc, les propositions qui sont faites, donc je me présente comme mon remplaçant de Michel, et il y a un autre... Non, c'est le deuxième, c'est le point suivant. C'est le point suivant. Donc sur le SCRO, ce qui est logique en lien avec les compétences exercées par... Il y a un autre délégué, si c'est la question, oui, il y a un autre délégué. C'est Marc Foury. C'est Marc Foury qui est délégué au SCRO. Il est déjà, voilà. Il y avait 2 délégués au SCRO, donc Michel et Marc, et je remplacerai Michel. Le SCRO étant appelé à disparaître, puisque c'est une compétence GMAPI, gestion des milieux aquatiques et préservation des inondations. D'ici 2018, c'est transféré à l'Interco. Voilà, c'est ça, d'ici 1 an. Bien, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, au Cisco d'Elbe. Donc, la proposition, il y a un titulaire, un suppléant. Michel était suppléant, la proposition c'est qu'il soit titulaire. Et Mario Crochenzo, la proposition c'est que Mario Crochenzo soit le suppléant. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. L'adhésion de commune Fourrière du Jolibois. La Fourrière du Jolibois, ça me permet de dire, de saluer, de féliciter chaleureusement son nouveau président, notre ami Gérard Lins, qui a été brillamment élu il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines à peu près, à peu près. Oui. Donc bravo. Voilà. C'est en soi la reconnaissance et de les compétences avérées dans ce domaine étant l'implication dans le syndicat. Les villes de Neuchef et Annonville, Suzeymont, frappent à la porte du syndicat. La proposition qui vous est faite, c'est d'accepter l'adhésion de ces 2 villes. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, la commission intercommunale des impôts directs, il nous fallait désigner des membres. Donc, nous avons, je ne savais pas si c'était dedans. Donc, on propose que Christine Zatarin soit désignée en tant que titulaire et que Lydie Bagiot le soit en tant que suppléante. Elle l'était déjà dans la CCPO. On maintient les mêmes, en fait. Pas de souci, on continue. Alors, compensation provisoire. Alors là, c'est simplement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne prolonge pas le propos. Ouais. Pour l'instant, c'est une compensation provisoire. Ce n'est pas celle qui sera fixée au moment du budget primitif. En tout cas, je souhaite que ce ne soit pas celle-là. Il s'agit, compte tenu de la phase dans laquelle nous nous sommes trouvés, de dire ce sur quoi, pour l'instant, la nouvelle communauté de communes s'engage, en indiquant, j'insiste, qu'il s'agit simplement des compensations provisoires, qui sont la reconduction
en l'état des compensations de l'an passé. Il va y avoir le débat, je le redis, je n'y reviens pas, et le choix sera fait au moment du budget primitif de la CCP-BJO. Si la CLED s'est réunie et qu'elle a formulé ses propositions d'ici là. La CLED va se réunir, elle va être convoquée et elle formulera des propositions, bien sûr. D'ici 7 avril. Oui, oui. Ensuite, modification statutaire, c'est tout simplement ce qui avait été prévu déjà dans la phase de constitution de la nouvelle communauté de communes. Il avait été dit et accepté sur le principe que la compétence éclairage public et gestion de ce qu'on appelle sur le territoire de Briey le petit bus soit rétrocédée aux villes et ne soit plus assumée par l'intercommunalité. Donc évidemment, ça nécessite immédiatement un aménagement statutaire, ce qui est proposé ici, et je vous propose, moi, de voter favorablement. Pas de problème, je vous remercie. Vous avez ensuite les décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal et les DIA qui sont intervenus. Voilà. Et puis, évidemment, on en vient maintenant... Ah, pardon. Oui, vraiment très rapidement, je voudrais revenir sur le point 1.3 au sujet du désherbeur thermique. La somme qui vous a été annoncée, 26 000 € approximative, ne tient pas compte de la subvention de l'agence de l'eau qui interviendra à hauteur de 60%, plafonnée, me semble-t-il, à 22 000. D'accord. Oui, c'est précision utile. Oui. OK, on en vient maintenant aux questions orales. Alors, M. Savard... m'a adressé un certain nombre de, enfin à moi ou à des adjoints, un certain nombre de questions. Monsieur Savard. Oui, j'ai d'abord une proposition de motion que j'ai transmise. Oui, mais je voulais conclure par cela. Oui, parce qu'elle peut être examinée après, etc., modifiée, etc. Voilà. Mais je voulais on va conclure. Bien, donc la première question concerne, il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, mais qui n'était pas dans le top. C'est une question que j'adresse à monsieur le responsable de la commission urbanisme. Mais elle fait lien à une autre question, celle-là. Je commence par celle-ci parce qu'elle est en tête sur mon machin, mais bon. Donc les tribunes défaillantes de l'ancien stade Sainte-Anne et de l'Orne n'ont pas encore trouvé d'affectation. En tout cas, aucune proposition n'a été présentée à la commission que vous animez. Dans l'hypothèse de mise en œuvre... j'ai pas pu. Pardon. Ah, pardon. Pardon, c'est moi qui... Parce que c'est pas enregistré. Je vais commencer dans l'ordre, par l'attraction animale. Voilà. Donc, la première, dans le bon ordre, c'est à monsieur le responsable de la commission développement prétendument durable. La commission que vous animez devrait se soucier d'une moindre pollution en notre ville. De plus en plus de communes, de toute taille, conscientes de la possibilité de remplacer certaines pollutions de transport par des moyens plus doux, en viennent à utiliser la traction animale pour divers transports. Souvent, c'est le transport scolaire qui est seul retenu pour cette rénovation des modes de déplacement. En effet, en plus de l'absence d'empreinte écologique, ce mode de déplacement est plaisant aux enfants et aux parents. Si les gens s'arrêtent de parler au passage proche d'un engin motorisé bruyant, c'est à cause de son bruit. Mais s'ils s'arrêtent de même au passage d'une carriole, c'est pour la regarder. La traction animale ne dégage pas de gaz à effet de serre climatocide, elle ne dissémine pas non plus de particules fines malsaines que les habitants respirent. Les animaux ne dégagent que des sous-produits utiles à servir d'engrais naturel. Certes, la mise en application d'un tel changement ne va jamais sans obstacles à franchir. D'autres les ont franchis, et j'en tiens un répertoire à disposition. Alors, nous le pouvons en au moins 2 domaines. Premièrement, une partie du transport scolaire. Deuxièmement, le ramassage des déchets de tri, papier et déchets recyclables. Je vais ajouter le ramassage des déchets verts. Ma question, alors, le vrai progrès, c'est pour quand? Bien. Monsieur Gottini. En ce qui
concerne le ramassage des produits recyclables, je vous rappelle, si toutefois ceci vous aurait échappé, que notre commune est adhérente au CIRTOM qui est en charge du ramassage et du traitement des ordures ménagères, des déchets verts, des objets encombrants et des matériaux recyclables. Ce syndicat assume sa tâche avec, je pense pouvoir le dire, cohérence, compétence et ambition. Vous souhaitez alors sans doute que notre ville quitte ce syndicat pour assumer de façon isolée une partie des compétences que nous lui avons confiées. Ceci n'est pas réaliste. Peut-être faudrait-il que vous fassiez votre proposition directement au CIRTOM. Je crois deviner la réponse qui vous sera faite de la part de son président et surtout de la part des premiers concernés, les Reapers. Concernant le transport scolaire, je pourrais développer et vous opposer des arguments, mais je crains que vous ne puissiez les entendre. Je crois aussi que lorsqu'on a des convictions aussi marquées que les vôtres, il faut avant tout savoir se les appliquer avant de les proposer aux autres. Mais à ce jour, il ne me semble pas que vous organisiez vos déplacements dans notre ville à vélo ou à dos de mule. Malgré cela, je trouve l'idée séduisante, mais son application ne serait que purement symbolique sur la réduction de la pollution. Par contre, les mesures accompagnant la rénovation des logements au travers de la plateforme de rénovation énergétique qui se mettra en place progressivement auront, elles, un réel impact au niveau de cette pollution. En effet, les Joviciens n'utilisent sans doute pas tous leur véhicule quotidiennement, mais 100% d'entre eux chauffent leur maison ou leur eau tous les jours. Le progrès, M. Savard, ça n'est pas de vivre dans la nostalgie du passé et ça n'est pas le retour en arrière. C'est avant tout de faire bénéficier nos concitoyens des avancées technologiques en adaptant les pratiques aux indispensables défis que nous devons relever déjà aujourd'hui. De ce point de vue-là, Joffre, sans carriole, sans cheval, sans mule, a démontré depuis de nombreuses années sa volonté de s'inscrire dans une autre voie. Sans mule, c'est pas sûr. Alors, l'autre question, M. Savard. Bon, alors, donc, concernant les tribunes du stade, une première remarque, c'est que je vois que le conservatisme n'est pas où on pense. Alors, à monsieur le responsable de la commission urbanisme, les tribunes défaillantes de l'ancien stade Sainte-Anne des Bords de l'Orne n'ont pas encore trouvé d'affectation. En tout cas, aucune proposition n'a été présentée à la commission que vous animez. Dans l'hypothèse de mise en œuvre écologiquement responsable d'une activité faisant appel à l'attraction animale, que beaucoup de communes développent maintenant, un espace dédié s'avérera utile. D'autres communes sont déjà passées en mode « la nature, c'est chez nous ». C'est ainsi à Bagnolet, dans la cité des Malassis, où une association a utilisé des espaces récupérés pour une bergerie en plein quartier. Dans cette optique est celle de l'introduction de l'attraction animale dans Joffre, où la commune peut d'ailleurs demander, faire des propositions au CIRTOM. Un espace dédié aux animaux est à réfléchir. Ainsi, les tribunes du stade Sainte-Anne et des terrains proches peuvent trouver une affectation intéressante pour servir d'écuries et annexes de services. Quand passons-nous à une utilisation sensée de nos bâtiments défraîchis? Bien. Lucien Vigo. Monsieur Savard, vous êtes ici dans une assemblée sérieuse, où je vous invite, comme il convient, à être vous-même sérieux. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'à proximité immédiate du stade Sainte-Anne, comme chacun le sait, il existe un enclos à chevaux. Vous questionnez sur une utilisation sensée de nos bâtiments défraîchis, sous-entendant qu'avant vous, point de bon sens. Utilisation insensée, donc, que l'extension des bureaux de cette mairie dans les locaux de l'ancienne caisse d'épargne, où se trouve notamment aujourd'hui notre police municipale. Utilisation insensée que la réhabilitation des anciens abattoirs municipaux en 2 espaces, un dédié aux événements familiaux et un autre à la MSF. Utilisation insensée que la réhabilitation du portier des Forges et sa conversion en une superbe médiathèque, facilitant l'accès à la culture des Joviciens et habitants des communes alentours. Utilisation insensée que la réhabilitation des anciens grands bureaux en un centre d'activité économique où germent et sont accompagnés de jeunes entreprises. Utilisation insensée que la réhabilitation de l'ancienne école Michel Val et sa reconversion en un centre associatif et une ludothèque. Utilisation insensée que la réhabilitation de l'école des Cités Basses et sa reconversion en logement et un laboratoire d'analyse médicale. Utilisation insensée que la réhabilitation de l'église de Génibois et au-delà de tout le quartier pour préserver ce patrimoine qui nous est si cher, car il est l'âme de notre cité.
Utilisation insensée, et je peux en parler, que celle de l'ancienne pouponnière ou de l'ancienne perception. Utilisation insensée que celle qui a conduit à la naissance de la maison Corradini dans les anciens locaux de Graphie 3 et, plus précisément, l'espace Marie Curie dans ceux des anciens meubles Action. Sans parler du cinéma, de la gare et de ses abords, de l'ancien Lidl où siège désormais l'association Patch, et j'en oublie forcément. Tout cela, M. Savard, est à mettre à l'actif des équipes municipales qu'a dirigé notre maire. Et, vous le voyez, cela s'étend bien au-delà de la simple remise en état des bâtiments communaux. C'est à la préservation et la mise en valeur du patrimoine jobicien, avec toujours le souci d'apporter de nouveaux services à la population, que nous avons veillé. Nous avons écouté vos propositions, je viens de rappeler une partie de nos réalisations. Je n'adopterai pas un ton aussi tranché que le vôtre et invite chacun à se demander ce qui lui semble le plus sensé. Bien. Monsieur Savard, pour la troisième question. Adressée à Monsieur le maire. L'accès aux documents administratifs est un droit de tout citoyen. Toute demande de ce genre de documents doit légalement faire l'objet d'un récépissé délivré par les services auxquels cette demande est adressée. Plus précisément, l'article 112.3 du Code des relations entre le public et l'administration en décide ainsi à partir du 1er janvier 2016. Il m'arrive, en rumeur, que les services de notre mairie refuseraient la délivrance de ce récépissé obligatoire. Évidemment, cela surprend. J'espère donc qu'il ne s'agit que d'une rumeur erronée, parce que cette attitude ne correspondrait pas du tout à l'idée que je me fais du bon fonctionnement démocratique de notre commune. Même s'il s'agissait de demandeurs opposants, même opposants virulents, même d'opposants considérés comme très désagréables, je ne me verrais pas cautionner une telle attitude supposée. Pour me rassurer, Monsieur le maire, voulez-vous bien confirmer le caractère infondé de cette rumeur? D'abord, votre inspiration ou votre inspirateur devrait effectivement vous inciter à être très attentif à ce qui peut le ou les motiver. Les personnes concernées étant d'une telle réputation que vous devriez, Monsieur Savard, prêter grande attention aux proximités éventuelles qui pourraient être les vôtres avec ceux-là même qui tentent de vous instrumentaliser. L'autre aspect, Monsieur Savard, c'est que précisément la loi que vous évoquez pose effectivement un certain nombre de principes. Et elle est animée d'un objectif. Son esprit est simple et clair. Il s'agit à la fois de protéger le demandeur et de protéger les services qui font l'objet de la demande. Eh bien, comme c'est souvent le cas dans cette ville, nous avons poussé les choses jusqu'à leur logique et qui visent à protéger effectivement de manière très claire et plus forte l'un comme l'autre. Et donc, une note des services vise à faire que tout le monde soit traité de même manière. J'entends bien que votre interlocuteur privilégié souhaiterait ne pas l'être, traité de manière identique aux autres, mais ici, effectivement, pour que soient bien protégés les demandeurs et bien protégés les services, il est demandé effectivement l'envoi d'un courrier avec accusé de réception. Ce qui, d'ailleurs, j'ai sous les yeux un autre article d'un texte de loi qui explique et justifie le fait qu'il y ait nécessité d'un cachet apposé par les prestataires des services postaux autorisés à cet égard. Je ne vais même pas le lire et l'évoquer. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous indiquer. Je crois qu'il vous reste une question, Monsieur Savard. Oui. Donc adressé à Monsieur le responsable de la commission Finances. Il est probable que le prochain recensement établira une réduction du nombre d'habitants de notre municipalité, mais restons sur les données encore connues qui, avec moins de 7000 habitants, nous placent en commune de taille modeste. Dans une modeste commune comme la nôtre, lorsque le maire n'est que maire de la ville,
point n'est besoin d'ajouter, à côté de la direction générale des services, un cabinet du maire avec ses employés affectés spécifiquement à cette fonction précise. Évidemment, lorsque le premier magistrat de la commune cumule d'autres fonctions en d'autres structures intercommunales, il peut devenir utile, voire nécessaire, de créer un cabinet du maire. Chacun l'aura compris, cette nécessité ne peut être due qu'aux conséquences de ce cumul. Ainsi, il n'apparaît pas judicieux de faire supporter par le budget municipal des frais de fonctionnement administratif inhérents à des fonctions extra-municipales, à moins de développer l'argument du profit que la commune tirerait de la présence de son maire en fonction décisionnelle en ces autres structures. Mais alors cela voudrait signifier que notre commune en tirerait un profit, nécessairement au détriment des autres membres de ces autres structures. Chacun l'aura compris, ce n'est pas ma conception d'un fonctionnement démocratique solidaire, ni de ma définition des deuxième et troisième termes de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, cette fraternité qui ne saurait exister sans solidarité ni égalité. En notre commune, les services d'un secrétariat du maire, j'ajoute, qui travaille très bien, ce secrétariat, en plus d'un service de direction générale des services, ne sauraient rester à la charge des finances municipales. Quelle solution élégante, monsieur le maire, allez-vous proposer à notre Assemblée pour en extraire ces frais indus et les faire assumer par ces assemblées extérieures à la direction desquelles vous mobilisez un temps d'activité très important soustrait à Jeuf. Bien. Monsieur Gérard. Oui. C'est pas le maire, puisque la question, à la fin, vous parliez de monsieur le maire, c'est pas le maire, mais c'est l'adjoint aux finances, mais aussi le président du groupe majoritaire au sein de ce conseil municipal qui va vous répondre. D'abord, ce poste existe depuis le 1er mars 1997, donc bien avant que le maire soit conseiller général. Il a été élu conseiller général en 2001 et aussi vice-président de l'Interco. Ensuite, le poste de directeur de cabinet fait l'objet d'une délibération du conseil à chaque début de mandat. Ça a été le cas à ce mandat-là. Donc là, la question, elle est posée à chaque début de mandat. Là, on peut en débattre. Ces missions relèvent de la vie politique du maire. C'est de ses relations avec les administrés joviciens et du suivi de dossiers importants et structurants. C'est pour ces raisons ô combien importantes et qui n'étaient pas assez prises en compte par le passé que le maire avait, en 1997, demandé aux élus de créer ce poste. Les élus, en 1997, ont eu raison de délibérer pour la création de ce poste, et les élus, les mandats suivants, ont eu tout à fait raison de renouveler ce poste-là. Aujourd'hui, nous voyons bien que dans de nombreuses communes, ce poste se généralise, contrairement à ce que vous êtes en train de dire. De surcroît, dans tous les organismes où le maire a des responsabilités, il dispose d'assistants et de techniciens qui suivent ces dossiers. Le cabinet n'intervient que très rarement dans les missions extérieures du maire, souvent plutôt pour réorienter les courriers mal adressés. Donc rien ne justifie qu'il soit demandé à ces structures de participer aux frais du cabinet. En plus, à Jeuf, nous avons l'intelligence de faire manager le secrétariat du maire et l'équipe de communication par le poste de directeur du cabinet. Une équipe de communication qui nous fait économiser des coûts importants en infographie et en maintenance informatique. Mais surtout, dans votre question, vous mettez aussi en cause l'engagement et la disponibilité du maire de Jeuf pour sa commune. Ça fait plus de 20 ans que je suis élu aux côtés d'André et je le vois œuvrer dans l'intérêt de notre ville. Et comme je suis loin d'être le seul à faire ce constat, je trouve votre remarque ridicule et malodorante. En conclusion, j'aimerais bien comprendre où vous vous situez, parce que les deux dernières questions m'amènent quand même quelques réflexions. À certains moments, vous faites des déclarations pour dire que vous éloignez des propos populistes affichés par certains ici et reliés sur le net par d'autres. Et là, votre question épouse en tout point le raisonnement de ces extrémistes, qui, pour prendre le pouvoir, voudraient faire croire que tous les opposants sont à mettre dans le même sac. Certains appelleraient des propos poujadistes. Et je voudrais juste finir, puisque cette question-là me permet quand même de rebondir sur un événement. Le poste est créé depuis le 1er mars 1997, mais André est élu maire de Jeuf depuis le 9 mars 1997.
C'était un dimanche. Donc ça fait 20 ans aujourd'hui que tu es maire de Geoffre. Ah oui, j'avais pas fait. Merci. Oui, c'est vrai, au jour près. C'est ça que j'avais pas percuté là-dessus. Très sincèrement, j'avais oublié la date exacte. Ouais. C'est le 9 mars, oui, tu as raison. Ouais, merci de vos chaleureux applaudissements. Pas unanimes, mais chaleureux, en tout cas. Merci bien. C'est très sympathique et très sympa, et ça veut dire la confiance, effectivement. Et que chacun ici se rassure, Alain aussi. Je vais continuer à me battre, et je ne m'excuse pas du terme que je vais utiliser, comme un chien, pour défendre ma ville et aller chercher toutes les aides possibles et imaginables, partout où elles sont, sans autre considération que celles qui visent à aider, à contribuer au développement local. Bien. Alors, M. Savard propose une motion contre le traité CETA. Nous avions délibéré, il a raison de dire que nous avions délibéré sur le TAFTA, mais le CETA, vous savez bien, qui a obtenu d'ailleurs l'accord du Parlement européen. Le CETA, c'est plus que cheval de Troie, hein, c'est la mise en œuvre d'ores et déjà de conditions et de relations commerciales, voire juridiques et financières avec le Canada, qui va commencer à mettre gravement en cause un ensemble de dispositifs dans ces différents domaines qui sont plutôt, pour l'instant, protecteurs de notre originalité. Et donc, il y a danger incontestable. Et cette décision, d'ailleurs, prise au niveau de l'Union européenne, alors vous savez que ces accords ont été préparés dans le plus grand secret, dans le dos des peuples, parce qu'en réalité, ils ont vocation à être utilisés contre les peuples, dont il est question. Et donc, la proposition qui est faite, c'est... alors, nous tenons à disposition, moi je partage, hein, je propose d'adopter la motion qui se conclut: nous ne pouvons approuver ni ce traité ni son application avant que notre Parlement ne se prononce. C'est la seule chose que j'émets comme réserve. C'est-à-dire que même si le Parlement français se prononçait en faveur, j'agirai contre. Ce n'est pas parce qu'une loi est adoptée qu'elle est bonne. Donc voilà, le seul bémol que je mets au texte qui nous est soumis, je propose d'arrêter d'ailleurs cette conclusion à: nous ne pouvons approuver ni ce traité ni son application. Point. Voilà. Il y a une règle qui montre quelque part: nous ne pouvons approuver ni ce traité. Alors là, on pourrait ajouter effectivement, définitivement, et surtout pas son application provisoire. Mais en tout cas, il faut retirer les quelques derniers mots. Bon. Parce que ça pourrait prêter à confusion. Oui. Dans mon esprit, c'était clair. Oui, j'ai bien compris pourquoi. Et son application provisoire, on dit non, ça on n'en veut pas non plus. Oui, mais donc on s'arrêtera à ce stade-là. Sur le principe, je ne vais pas vous lire le texte et la mise en cause du contenu du CETA, etc. Je vous propose d'adopter cette motion contre le CETA. Oui. Donc je suis pas contre, et j'ai pu remarquer qu'il y avait plein de choses qui se déguisaient derrière cette loi, mais avant de voter, j'aurais aimé avoir le texte et pouvoir le dire, quoi. C'est la moindre des choses, hein. Parce que on connaissait la question puisqu'il m'en avait parlé à Marie, mais bon. Alors je vous propose, je vous l'enverrai et on peut remettre son adoption au prochain Conseil. Voilà. Comme ça, vous l'aurez. Vous regarderez dans le détail. Ouais, d'accord ? Ok. Allez, on fait comme ça. Alors ensuite, il y a donc, je disais que M. Thibault s'excusait de ne pas être là. Il avait envoyé quelques questions. Alors il ne m'appartient pas. Il me demande de présenter les réponses. Ce que je vais faire, il ne m'appartient pas de poser les questions. Je ne suis pas moi son représentant ni son porte-parole. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais donner réponse très rapidement. L'espace Marie Curie, en gros, est-ce qu'il va être rentable ? Enfin, bon. Il coûte à la ville. On vient d'éliminer une verrue. On vient d'investir sur un bâtiment important. On vient de lui donner vie.
On vient d'installer un certain nombre de professions libérales. On va vendre des logements. Est-ce que les logements vont équilibrer? Il n'y a jamais été question de ça. Je trouve étonnant, pour ne pas dire choquant, la question, parce qu'en réalité, il a participé au conseil, il était présent au conseil municipaux qui ont balisé le chemin. Et donc, au plan financier, tout le monde a tous les éléments. Voilà, je le renvoie tout simplement à la vision ou la mémoire qu'il peut avoir de tous les conseils municipaux qui ont délibéré sur le sujet. Je ne ressens pas le besoin de faire ici le point financier, parce que ce serait faire injure à votre intelligence que de procéder de la sorte. Peut-être injure à la sienne en répondant de cette manière. Alors, il évoque ensuite... Alors, bon, on vient de parler de populisme, ça on sait bien que c'est l'un de ses traits dominants. En parlant d'emploi, alors il fait référence sans doute à l'affaire Fillon. Je le rassure ici. Tous les gens qui sont embauchés, ils l'ont été dans des conditions normales, c'est-à-dire sur la base de leurs compétences ou, lorsque c'était possible, de leur jovicianité, je dis ça comme ça, sinon de leurs compétences. Donc le recrutement s'est fait de manière claire. Oui, à chaque fois que l'on peut, les deux. Lorsque l'on ne peut pas, évidemment, ce n'est pas les deux. Et par ailleurs, ici, les gens qui ont été recrutés travaillent. Ils travaillent beaucoup, et ils travaillent bien. Et je les félicite de leur implication dans la vie locale. Et je leur remercie de leur engagement. Je leur remercie d'avoir la conception cette conception-là de très haut niveau qui les anime du service public. Donc effectivement, hommage au personnel, qui que ça puisse être et où qu'il se trouve dans l'exercice de ses missions. Sur Numéricable, une petite réponse de Lionel Gérard. Je donnerai une petite information à la suite de cette réponse. Bien. Donc la question, c'est est-ce que nous avons fait des provisions en cas de perte des procès face à Numéricable? Donc la réponse, nous sommes en plein montage du budget primitif, la preuve. Nous venons de délibérer sur le débat d'orientation budgétaire. Il n'y a donc pas encore de crédit voté. Pour quelques dépenses que ce soit, et vous constaterez les prévisions de dépenses dans la présentation du budget en temps utile. Par ailleurs, concernant le procès Numéricable avec la ville de Geoff a remporté le premier procès engagé par Numéricable. Nous ne doutons pas de gagner le second, qui va bientôt arriver. De plus, Numéricable ne conteste pas le fait qu'il ne soit plus gestionnaire du réseau, puisqu'il ne facture plus l'abonnement à leurs anciens clients qui ont suivi nos conseils. Pour ce qui est de la possession du réseau câblé à la vitesse où Orne THD va pour déployer la fibre sur la ville, dans très peu de temps, nous n'utiliserons quasiment plus rien de l'ancien réseau câblé. Donc la bonne question, c'est à qui reviendra la charge financière pour démonter l'ancien réseau? Nous, on est persuadés que c'est le réseau-là, et nous, ce réseau nous appartient, nous payerons ce démontage. Mais on verra bien. Les joviciens qui ont suivi nos conseils n'ont pas eu à payer les frais de résiliation. Et on a la promesse que on s'était engagé à faire dans la salle prostructurelle, que le maire s'était engagé à faire dans la salle prostructurelle, c'était d'accompagner les joviciens en cas de problème. Nous avons, bien sûr, mis à disposition tous les courriers, tout ce qui était nécessaire pour ne pas avoir à payer au-delà de l'abonnement de Numéricable, et nous avons accompagné de près à Orne THD plus de 200 personnes. Nous avons jusqu'à remplir les courriers 200 personnes. Donc tous ont été positifs et ils ne payent plus aujourd'hui de frais d'abonnement et ils n'ont pas payé de frais de résiliation. Par contre, les malheureux qui ont suivi vos conseils, Monsieur Thiebaud, à travers votre organe de communication web que l'on voit aujourd'hui à l'instant filmé, ont résilié leur contrat. On leur a demandé. Ces gens-là, on leur a demandé de résilier leur contrat et se sont vus exiger le paiement d'une indemnité de 50 €. Donc, puisque vous parlez de provisions pour des frais à venir, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Thiebaud et à consoeur.
Est-ce que vous et la personne qui les a mal conseillés avez provisionné pour les rembourser ces soldes inutilement versés? Alors heureusement, je les rassure, il y a très peu de personnes qui suivent leurs conseils. Donc ils n'auront pas grand-chose à provisionner. Bien, merci. J'ai le sentiment, lorsque nous avons fait le choix d'anti-AG, nous l'avons fait à l'unanimité. J'ai le sentiment de la part de M. Thiébaut qu'il y aurait bien l'envie que les choses se passent mal. 1000 abonnés. Oui, il y a plus de 1000 abonnés aujourd'hui. Le contact avec MMH est excellent et les choses évoluent bien, merci. Derrière cette façade gênée, puisqu'il y a eu constat de la nécessité de répondre favorablement à notre projet, il y aurait bien l'envie que les choses se passent mal. Je trouve que c'est dommage qu'au plan intellectuel, un élu se réfugie dans ce type d'attitude. Sachez par ailleurs, et nous savons que les procédures sont engagées, bien sûr qu'il y a un risque potentiel, et alors? Nous avons fait le choix unanimement de l'engager, et nous l'avons fait sciemment. Et je ne regrette d'aucune manière de l'avoir fait. Plus j'avance, plus je suis convaincu que nous avons bien fait, collectivement. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, nous l'avons appris hier seulement, hier. Aujourd'hui, normalement, il y avait le recours en appel qui devait être examiné. Comme notre avocat a été saisi hier, qui n'avait pas reçu les conclusions de la partie adverse, il a demandé un report. Il a bien fait. Prévenu hier alors qu'il n'avait pas encore les conclusions, c'est assez bizarre. Donc il y a eu report. Et il y a, vous le savez bien, procédure devant le TER. Enfin, tout cela, nous l'avons déjà précisé et indiqué. Voilà, sur les informations à notre disposition, surtout l'information essentielle, c'est 1000 abonnés maintenant, c'est le fait que ça avance bien et de meilleure manière. Allez, on va terminer, Monsieur Savard. Oui, voilà. J'ai juste une petite chose à ajouter, c'est que effectivement on a voté à l'unanimité la mise en place de anti-HDR-JEF, etc. Mais Pierre-André Thiébaut semble non seulement l'oublier, mais affirme et écrit le contraire. Il écrit par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui étais contre, mais apparemment il y en avait qu'un qui était contre, c'était moi. Ah bon? Alors que j'étais engagé férocement dans cette optique de non-privatisation et de collectivisation au contraire d'un service. Et quand j'ai exigé de son organe public de presse officiel et officieux, etc., quand j'ai exigé donc un droit de réponse, silence absolu. Aucun droit de réponse. J'ai même pas eu le droit de dire que ce que disait Pierre-André Thiébaut était une contre-vérité pour ne pas employer un autre mot. Voilà, j'en termine là. Bien. Mais je ne crois pas que le Républicain Lorrain ait été saisi. Donc le seul organe de presse que je connaisse ici, c'est le Républicain Lorrain. Vous ne parlez sans doute pas d'un organe de presse. Non, je parle d'un truc, d'un organe de communication qui est l'organe officiel ou officieux de Pierre-André Thiébaut. Oui, qui n'a rien à voir avec ni la vérité, ni un autre exercice. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.